critique littéraire et écrivain Louis-Henri de La Rochefoucauld est notre invité pour un livre qui se dévore, L'amour moderne, un des livres de la rentrée littéraire aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon, et c'est en vente sur le site TVL. Vous connaissez le chemin tvl.fr et vous allez dans la boutique de TVL. Monsieur, bonjour, merci d'être sur TVL. Comment raconter l'amour aujourd'hui? À cette question, vous avez répondu déjà dans les colonnes du magazine Paris Match et vous avez dit, je vous cite, « L'amour moderne est un roman anti-moderne ». En quoi ce décalage entre le titre et les propos est-il essentiel, ou est-ce que c'est simplement un titre trompeur? Oui, en effet, c'est pas un titre ironique, mais je dirais qu'il y a une forme de... Oui, il y a un sourire dans ce titre, puisque rien que la couverture ne sent pas vraiment la modernité. Et je trouvais ça drôle d'avoir un titre comme ça qui sonnait un peu comme un slogan publicitaire, et avec une réalité qui, comme souvent dans la vie, ne correspond pas à ce qui est annoncé. Est-ce que vous ne faites pas le constat que derrière les gadgets numériques ou ce qu'on appelle le polyamour maintenant, eh bien l'amour, lui, reste les passions humaines, ça reste fondamentalement inchangé. Et en fait, vos trois personnages sont au service de la permanence en fait, des passions amoureuses. Tout à fait, c'est sûr que la société peut changer, des lois peuvent changer, des gadgets peuvent apparaître, mais ce qui est des sentiments humains, je pense que ça, c'est immémorial. C'est ce qui vous rend anti-moderne. Tout à fait, mais je pense que je me suis intéressé un peu à des textes comme ça, plutôt des essais parlant de l'amour à travers les siècles, et c'est vrai que finalement, de mon ancêtre La Rochefoucauld qui a écrit des maximes au XVIIe, à Stendhal quand il écrit De l'amour en 1822, jusqu'à Roland Barthes quand il écrit Fragment d'un discours amoureux en 1977, est-ce qu'il y a une avancée dans la connaissance du sentiment amoureux? Est-ce qu'il y a un progrès? Je ne pense pas. Dans Château de sable, c'était votre précédent ouvrage, vous étiez venu en parler sur TVL, vous faisiez le portrait un peu au vitriol du monde des lettres, du milieu littéraire. Là, dans L'amour moderne, vous consacrez une véritable étude de mœurs au monde du cinéma, du showbiz. On a la précision et la cruauté qu'on retrouve chez Balzac. Et est-ce que vous revendiquez cet héritage? C'est pas facile, mais néanmoins, est-ce que vous revendiquez cet héritage? Balzac, comme vous d'ailleurs, habitez ce qui est devenu le 16e arrondissement de Paris. On y reviendra. Tout à fait. C'est vrai que j'aime bien cette tradition française, mais qui remonte même avant à Balzac, à quelqu'un comme La Bruyère, ou même à Molière, etc., s'amuser à rire de cette comédie humaine. Je pense que les costumes changent, les décors changent, mais les types humains, dans le bon comme dans le mauvais, traversent les siècles. Anti-moderne et respect de la filiation, vous évoquez déjà M. de La Rochefoucauld, c'est Maxime. Vous voulez vraiment que cette filiation, elle existe, vous la revendiquez aussi? Tous les écrivains ne font pas. Non, mais c'est vrai que plus je vieillis, plus je me sens de la sympathie pour cet ancêtre. J'aime aussi beaucoup Madame de Lafayette, par ailleurs, comme ils étaient liés. Voilà, j'ai de la en fait, je m'aperçois que plus je vieillis, plus j'ai de la sympathie pour le XVIIe siècle d'une manière générale, tant dans son versant le plus mélancolique ou le plus pessimiste avec Pascal, jusqu'au plus comique avec Molière. Et oui, je pense que des écrivains contemporains feraient bien de relire un peu les siècles précédents avant d'écrire. L'amour moderne. Évoquons maintenant le cadre du roman. Alors, j'ai évoqué l'arrondissement bourgeois de Paris, le 16e arrondissement. C'était bien évidemment volontaire, parce que il est partie prenante dans l'ouvrage L'amour moderne, même il se réduit à un quartier précis, Passy et La Muette. Est-ce que L'amour moderne vous ouvre les portes et les mystères des appartements bourgeois et d'un quartier faussement endormi? Soyons plus terre à terre, c'est parce que vous revendiquez d'écrire que ce que vous connaissez bien, et donc c'est l'arrondissement que vous connaissez bien, donc vous l'évoquez. Écoutez, je pourrais faire plusieurs réponses à cette question. J'espère. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'autre chose que ce qu'on connaît, on est taxé d'appropriation culturelle. Donc, je pourrais vous dire, au moins, moi, je parle de ce que je connais. Alors, sauf que ça fait 40 ans que je vis dans ce quartier, et que je connais bien la sociologie de ce quartier, je connais bien la géographie de ce quartier. Ses restaurants. Et j'y suis attaché, et finalement, en littérature, ça n'avait pas été si représenté que ça ces derniers temps. Il y a eu pas mal Modiano dans certains de ses livres. Accident nocturne, par exemple, Rue des boutiques obscures. Il y a des scènes qui se passent pas loin de chez moi. Oui, c'est vrai que j'aime bien peindre ce quartier, essayer de rendre un peu à ce quartier son mystère. Alors, il y a aussi quand même d'autres endroits que vous connaissez bien. On a Saint-Jean-de-Luz, on a Guernesey. Enfin, vous n'êtes pas fermé dans Passy.
Non, mais alors c'est vrai que oui, c'est les quartiers que vous évoquez, ce ne sont pas des favelas, mais... Oui, ça vous pourrez vous le reprocher, en disant que vous avez peut-être une vision un peu oui, alors c'est peut-être particulière de la capitale. Après, c'est vrai que c'est peut-être un souci de trouver aussi des beaux décors, un souci un peu peut-être esthétique. Mais après, il se passe des choses, sous ces beaux décors, il se passe des choses parfois dramatiques. Je décris les milieux que je connais, c'est de vous. J'écris sur ce que je connais, répétez-vous dans un récent entretien. Vous écrivez aussi que ce que vous avez personnellement vécu. Votre héros, alors Ivan Kamenov, vit un drame, le meurtre tragique de son meilleur ami, qui est en CE2, Alexis. On est en 1994, et ma première question, bien évidemment, cette tragédie, est-ce que vous l'avez vous-même vécue ? Tout à fait, oui. J'étais dans une école privée du 16e arrondissement, Franklin, pour ne pas la nommer. Et en effet, en 1994, j'ai un camarade de classe qui a été tué par son père, homme qui, un an après l'affaire Roman et quelques années avant l'affaire Dupont de Ligonnès, c'est une histoire un peu semblable d'un homme qui entre dans un peu une spirale paranoïaque, psychotique, et qui donc tue sa femme et deux de ses 3 enfants. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué à l'époque, parce qu'en fait, on en a assez peu parlé. Et il y a assez peu d'articles de presse en plus sur cette histoire qui était pas mal étouffée par la famille à l'époque. Et c'est vrai que ça fait 30 ans que ça revient de temps en temps dans ma tête comme ça. Et là, j'ai trouvé, j'espère, le moyen d'écrire dessus, sous la forme romanesque, puisque cette histoire qui a lieu il y a 30 ans revient dans la vie de 2 des 3 personnages. Vous posez d'ailleurs la question combien de moments dans la vie retient-on finalement ? Vous avez retenu cette date de 1994 en disant même qu'il y a un avant et un après 1994 pour votre héros, et on comprend bien aussi que c'est pour vous d'ailleurs. Tout à fait, parce qu'il se trouve que cet événement dans ma vie et dans le livre a eu lieu en mai 1994. Donc moi j'avais 9 ans à ce moment-là. C'est juste après la mort accidentelle d'Ayrton Senna sur le circuit d'Imola, et juste après le suicide de Grossouvre à l'Élysée. 2 événements qui avaient marqué l'enfant que j'étais, parce que je dirais que Grossouvre, c'était le monde politique, c'était le monde assez mystérieux de Mitterrand, qui était comme un monde mystérieux à de nombreux égards, mais pour l'enfant que j'étais, c'était en même temps le monde des adultes. Et Ayrton Senna, c'était le monde du sport, qui était un peu un monde de demi-dieu. Et donc, il s'était passé ces événements très violents, à la fois dans le monde politique, le monde du sport, et soudainement aussi dans mon école. Et donc, je pense que ça m'a montré, quand j'avais 9 ans, que le monde pouvait être plus violent qu'il en avait l'air. Ouais. De cette année 1994, Ivan, votre héros, lui retient bien sûr Mitterrand, de Grossouvre, vous en avez parlé. Il retient aussi Kurt Cobain. Tout à fait. C'est pas 16e arrondissement, c'est pas 17e siècle. Non, et Guy Debord aussi. Guy Debord s'est suicidé aussi en 1994. Cobain s'est suicidé aussi. Ça, c'est des figures auxquelles je me suis intéressé plus tard. Mais c'est vrai que voir tous les deux, Kurt Cobain, qu'on prend un peu maintenant comme le dernier rocker, et Guy Debord, qui a encore une sorte d'influence intellectuelle, que ces 2 figures se sont tuées aussi en 1994. Ça a ajouté 2 figures à cette petite constellation tragique de 1994. Ouais. Alors, votre héros, Ivan, au moment où nous parlons, il vous ressemble, puisqu'il a vécu un acte que vous-même avez vécu, mais on va peut-être s'éloigner quand même de ce rapprochement, parce que très vite vous dites c'est un dramaturge, un créateur en panne, vous n'êtes pas, vous venez d'écrire, désormais incapable d'écrire, c'est la preuve que le héros ne vous ressemble pas, et puis vous ne l'épargnez pas, je cite, une fin de race, un homme qui avait pris la vie comme une sorte de temps additionnel. Était-il capable d'aimer pleinement ? Oui, alors c'est vrai qu'au début du livre, ça se passe donc 30 ans plus tard, aujourd'hui à peu près. Yvan approche de la quarantaine, il a été marié, il ne l'est plus. Et en effet, il a eu quelques pièces de théâtre qui ont eu du succès, mais il ne sait pas très bien quoi faire. Et quand le livre commence, un personnage qui s'appelle Michel Hugo, le joint pour écrire une pièce de théâtre. Et je ne veux pas mordre sur vos questions suivantes, non. Mais disons que ce Michel Hugo est marié à une femme qui s'appelle Alban Blanzac, et Yvan sait que cette femme a elle aussi un lien avec ce fait divers qui a eu lieu 30 ans avant. Et c'est pour lui une motivation, du coup, de travailler avec cette femme, et il ne sait pas que c'est peut-être avec elle qu'il va reconnaître une nouvelle fois le sentiment amoureux. Cette Alban, c'est une grande actrice qui a été oscarisée, mais qui s'éloigne de la scène, qu'elle s'éloigne du jeu, du spectacle. Comme Yvan, elle est détachée de tout, y compris de sa propre vie d'ailleurs, et vous lui faites dire cette phrase que quelquefois on pourrait lui envier: « Je ne veux plus prendre part à cette société falsifiée ». Retour dans le XVIIe siècle.
Oui, oui, bah écoutez, rien n'a changé depuis la société de cours et les masques qu'il faut parfois mettre pour se ménager une place dans la société. Et c'est vrai que cette femme a la chance de pouvoir sortir un peu du jeu. Et je suis d'accord avec vous qu'on aimerait bien parfois pouvoir avoir en effet cette expérience de faire l'école buissonnière, quoi. Vous n'aimez vraiment pas cette société? De là à vous protéger. Si, non, en plus. Dénoncer le showbiz, dénoncer la presse, dénoncer le monde littéraire qui est le vôtre. C'est quand même le sentiment que vous n'êtes pas à l'aise dans le monde qui est le nôtre, ce qui n'est pas un reproche. Oui, non, mais après, je crois qu'il faut savoir, c'est vrai que c'est un apprentissage de la vie, c'est qu'il faut réussir à se faire une place quand même dans le monde, sans renier ses valeurs, mais parfois en composant un petit peu. Moi, j'arrive à mener une vie qui me paraît, conforme à mes valeurs. Mais c'est vrai qu'il faut être parfois un peu stratège dans la vie, ouais, pour réussir à... Et le troisième personnage, c'est Michel, vous l'avez dit, le producteur sans scrupules. Il est vraiment digne d'un vaudeville. Il incarne le cynisme, l'arrivisme, la corruption, bien sûr, la passion aussi. Est-ce que le mari d'Alban n'est pas en définitive le vrai moderne du roman? C'est lui qui manipule au lieu d'aimer. Tout à fait. Lui, c'est un mâle alpha, pour parler la langue d'aujourd'hui. C'est un homme toxique. C'est Hitchcock qui disait que pour qu'un film soit réussi, il fallait que le méchant soit réussi. Et pour lui, un méchant réussi, c'était pas un méchant caricatural, mais c'était un méchant qui pouvait aussi être sournois et donc avoir du charme, avoir de l'intelligence, être séduisant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage, qui est un ancien ministre de la Culture, une sorte de dernier nabab du cinéma français, par ailleurs propriétaire d'un théâtre, et qui en effet a fait un peu de cet Alban sa chose. Et oui, il est moderne au sens où il incarne d'une certaine manière ces hommes de sa génération, ces hommes de pouvoir de sa génération. Post-baby-boomer, quoi, j'ai envie de dire. La question, la vraie question, on ne va pas aller plus loin dans l'ouvrage, il va falloir le lire, mais est-ce qu'il y a une recette d'un amour heureux? Ou comme vous l'avez dit à Paris Match, j'ai trouvé cette phrase encore assez amusante, et la référence, je l'ai cherchée, l'amour moderne, c'est l'amour et la violence, comme le dit la chanson de Sébastien Tellier. J'ai regardé les paroles répétitives d'ailleurs, et introspectives de cette chanson. Dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence, j'aime aussi l'amour et la violence. Écoutez, l'amour peut être violent, mais il faut essayer de l'attendrir. Je pense que... Je crois quand même que les sentiments purs ont de l'avenir. Et l'amour moderne, ça serait peut-être en effet un amour anti-moderne qui serait renoué avec certaines valeurs de l'amour courtois. Retour au précédent siècle. Après avoir lu L'amour moderne, que souhaitez-vous que vos lecteurs retiennent de cet ouvrage, de cette fresque? Un constat sur l'amour contemporain, une réflexion sur les passions humaines, ou simplement le plaisir d'une lecture, où se mêle d'ailleurs beaucoup d'humour, de mélancolie, vaudeville, tragédie, ironie, satire sociale? Qu'est-ce que l'amour moderne? Écoutez, je crois que c'est vrai que ce que j'aime bien en littérature, c'est qu'il y a une forme de lucidité, et parfois sans concession en effet, mais qui ouvre quand même sur une forme d'espérance. Et c'est vrai que dans ce livre, je brocarde un peu ce milieu un peu du showbiz incarné par Michel. Mais à la fin, la fin du livre est un peu ouverte, je ne vais pas tout dévoiler, mais quelque chose est possible entre Alban et le personnage d'Ivan. Et je pense, sans vouloir parler comme un pape, mais il faut toujours garder au cœur l'espérance, ouais. Garder l'espérance. Une dernière question, Louis La Rochefoucauld. L'accueil de votre ouvrage, il a été excellent. C'est parce que vous êtes critique littéraire qu'on a des bonnes critiques littéraires? C'est pas une question sympathique. Écoutez, non, mais vous faites bien de me la poser. Honnêtement, non, parce qu'en vérité, j'ai eu la chance que ce livre soit bien accueilli, mais par des gens qui, je pense... Très bien accueilli, même. Ouais, sont un peu, entre guillemets, de ma famille. Mais ce livre a été aussi ignoré par une part des médias non négligeables. Pourquoi? Je veux dire, Télérama, tout ça, j'ai pas eu une ligne. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, alors moi, ça me dérange pas du tout, hein, moi, je trouve ça plutôt bien. Mais disons qu'il y a parfois une forme de polarisation aussi, mais c'est drôle parce que j'ai dû relire Illusions perdues il y a pas longtemps pour une conférence que je devais faire dans un lycée. Et, Balzac explique déjà ça dans Illusions perdues, que souvent les
une sorte de clivage esthétique se retrouve aussi dans des clivages entre guillemets politiques. Alors à l'époque, c'est entre les libéraux et les ultra-royalistes. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu pareil. Des sensibilités littéraires se retrouvent dans le champ médiatique. Et si vous avez un bon papier dans le Figaro Magazine, a priori, ça sera plus dur à Télérama. Et vice-versa. Et pourquoi vous n'avez pas Télérama? Vous êtes posé cette question? Vous les avez appelés, par exemple? Non, alors c'est vrai que je connais personne qui travaille là-bas. Non, alors ce qui est vrai, c'est qu'en tant que critique, moi j'essaye de... Quand il y a un bon livre qui sort dans ce que je pourrais appeler entre guillemets un camp qui n'est pas le mien, j'ai toujours plaisir à en dire du bien parce que j'estime que la littérature est au-dessus de tout ça. Ce qui fait de vous un homme de droite. Voilà, sans doute. C'est vrai que souvent on est finalement plus ouvert. Après, il y a des écrivains que j'aime bien comme Modiano par exemple, qui ont toujours été adoubés par tout le monde. Et c'est vrai dire que pour moi, un bon critique littéraire est quelqu'un qui sait voir la littérature, même dans des camps ou des milieux qui ne sont pas censés être le sien. Ouais. Parce que là, le reproche, il n'est pas politique. Il n'y a rien de politique. Non. Il y a la dénonciation de chorisme, mais ce n'est pas la vision politique des choses. Donc c'est le fait que cet amour moderne, il est en fait anti-moderne. C'est ça le reproche. C'est qu'il s'explique dans la tradition et qu'on n'est pas dans une série Netflix du trouble. Je pense que, à vrai dire, c'est plus simple que ça. Je pense que c'est juste le nom que je porte. Vous pensez que le fait... élimine dans certains... Bah, je pense. C'est quoi? La Rochefoucauld ou la particule? Ou le 16e arrondissement ou Louis-Henri? La Rochefoucauld et la particule vont de pair. Oui, je n'ai pas échappé. Non, mais... Vous pourriez changer, hein. J'ai vu votre ami et collègue Nicolas Essendorf, il publie ce nom Néo des fois. C'est vrai, c'est vrai. Faire LHLR. C'est vrai. Si c'est nous rapporté, Non, mais il y a des gens qui arrivent, par exemple, quelqu'un que vous recevez souvent, que j'estime comme Emmanuel de Varesquiel, par exemple, même en parlant pourtant de sujets historiques comme la Révolution, arrive à avoir une audience... dans des médias variés. Donc, c'est possible, mais voilà, c'est parfois avoir ou ne pas avoir la carte est quelque chose d'assez mystérieux, hein, honnêtement. Parce que, voilà, moi, Après, c'est vrai qu'il m'arrive aussi, comme critique, parfois de dire du mal d'écrivains importants pour les gens de Télérama, ce qui ne leur fait peut-être pas plaisir et ne leur donne pas envie de m'aimer. Mais bon. Mais Télérama, ça reste important. Parce que je pose la question parce que ça a l'air de vous marquer de ne pas être dans Télérama. Non, mais je dis alors ça... que moi, je ne me rappelle plus ayant lu le Télérama une fois dans sa vie. Non, mais vous avez raison. En fait, je dis juste ça pour... C'est un autre monde. Je dis ça juste comme ça parce que... Moi, j'ai l'impression que ça vous marque. Non, pour résumer, je pourrais vous prendre... on pourrait dire France Inter, hein, si vous préférez, qui sont pour moi c'est un peu le même monde. Je ne sais plus quelle était votre ma question, c'est question. Oh, non, franchement, non, on vit très bien sans. Mais c'est vrai que je remarque que parfois, quand on est dans l'autre camp, on est plus indulgent que eux le sont. Voilà, mais c'est ce que vous disiez vous-même. Voilà, le sectarisme n'est pas là où on le pense. Bon. J'en étais convaincu. L'amour moderne, c'est aux éditions Robert Laffont, collection Pavillon, et je vous invite à trouver et à lire ce beau roman. Merci à vous, Louis. Merci à vous. Foucault.